Considérez les attributs comme faisant partie du cœur de Houdini. Et si vous comprenez, c'est pas compliqué à comprendre, vous avez compris vraiment beaucoup. Les attributs, c'est en fait quoi? Les attributs, c'est tout simplement des propriétés, attributes. C'est tout simplement des propriétés des différentes entités ou dans un terme plus technique, des différentes classes. Ces classes peuvent avoir des propriétés et ces propriétés ou attributs vont servir de différentes façons. Exemple, la couleur est un attribut, la position aussi, parce que c'est tout ça en fait qui permet de déterminer quelles sont, on va dire, les différentes propriétés, attributs, propriétés, c'est la même chose, caractéristiques, c'est la même chose, d'une classe. Si par exemple, je donne une couleur à toutes les différentes primitives, ici, j'attribue une nouvelle attribut ou une nouvelle propriété de couleur que nous pouvons voir aux primitives. Ici, one primitive attribute, CD. Donc, j'attribue un attribut, quelle tautologie? Je donne un attribut qui s'appelle color. Et Houdini a des, par défaut, hein, toute entité a, ou bien les points, par exemple, quand on vient de créer un objet, les points qui nous permettent de dessiner l'objet en l'attribut de propriété. Ok, de position, pardon, qui est défini par ce P. Ça, c'est vraiment le basique. Maintenant, on peut en ajouter autant qu'on veut, autant qu'on en a besoin, autant qui peut nous servir à quoi que ce soit. Et il y a des attributs que Houdini, en fait, différentes, par exemple, les solvers reconnaissent, que Mantra, le moteur de rendu, reconnaît, et qu'il peut utiliser. Un exemple, c'est bien sûr CD ou color. Maintenant, les attributs ont des noms. Ok, ça c'est évident. Par exemple, couleur, c'est CD. Vous pouvez appeler color si vous voulez, mais si vous voulez que Houdini vous aide à l'utiliser, par exemple, afficher à l'écran, ok? Parce que je peux décider, par exemple, de créer un attribut que je vais appeler create attribute. Je vais supprimer ça pour le moment. Ok? Supposons par exemple que je décide d'appeler mon attribut ici couleur. C'est pas un problème. J'ai appelé couleur. Mais Houdini ne sait pas quoi faire d'un attribut qu'on appelle couleur. Moi, ça peut me servir à ce que je veux. D'accord? Moi, ça peut me servir à ce que je veux, ce que je voudrais utiliser pour faire avec. Mais Houdini, lui, ne sait rien de ça. Donc, si je veux que Houdini m'aide, par exemple, je appelle ça CD. Et du coup, il sait quoi faire de CD. Par exemple, le viewport, c'est que CD veut dire couleur. Et là, je suis en train de dire que CD a une valeur de 0. Donc, le viewport, lui, il comprend que j'ai une couleur qui s'appelle 0. Donc, il affiche la couleur noire. Ok? Je peux décider de donner la valeur 1. Et là, ça sera 1. Seulement au composant rouge. Parce qu'on sait très bien qu'une couleur fait partie, est composée de 3 éléments. Le rouge, le vert et le bleu. Donc, si je veux créer un attribut, il est important de lui donner le bon type. Ici, par exemple, il me dit le type, c'est un float, donc une valeur unique. Mais si je veux créer une couleur, je dois faire vector. Ok? Donc, du coup, je vais dire, par exemple, que le rouge, c'est 1. Le vert, c'est peut-être 0.2. Et le bleu, c'est 0.5, par exemple. Donc,
Et du coup, Houdini sait quoi faire de ces couleurs. Par exemple, Mantra va savoir que, oh, donc, je reconnais l'attribut qui s'appelle couleur, qui s'appelle CD, pardon, et je peux le rendre. Si j'avais donné toute autre couleur, je n'aurais jamais su quoi faire avec. Donc, il y a des attributs comme ça. Un autre exemple d'attribut, c'est, on peut ajouter à la liste, ici j'ai un, j'ajoute un deuxième, que je vais appeler par exemple P-scale. P-scale, c'est le point scale, la taille des points. D'accord? La taille des points, ça sert à quoi? Par exemple, dans un rendu, on peut décider comme ça de rendre des points au lieu de rendre des objets. Si par exemple, j'ajoute un add ici, je peux ajouter un add et lui dire que, écoute monsieur, delete geometry by keep points. Garde-moi uniquement les points. Et Mantra peut rendre des points. Okay? Donc, je vais faire un rendu. Et j'aurai des points. Sauf que, eh ben, j'ai un problème. Je viens de dire à Mantra que mes p-scale ont la taille 0. Attention. Voilà. Je lui ai dit que mes p-scale ont la taille 0. Vous remarquez, j'ai fait Shift pour cliquer une boîte, parce que sinon Houdini va essayer de me calculer tout ce qu'il y a autour là. J'en ai pas besoin, je veux juste une toute petite partie. Donc je fais Shift et je tire avec le bouton gauche de la souris pour dessiner un point où je veux concentrer mes rendus. Donc il a l'élément qu'il appelle p-scale que Mantra reconnaît, parce que si je change de nom, par exemple, lui il va faire un rendu par défaut des points, ok, parce que lui il a l'attribut qu'il appelle point, p-scale, et il génère une valeur par défaut. Mais si moi je veux écraser, remplacer ces valeurs, je fais p-scale comme ça. Et là j'ai ma valeur qui est 0. Et p-scale c'est un float. D'accord? Donc je peux dire que, ok, je vais mettre mon p-scale à 2. D'accord? Oh, pas là-bas. Ici. À 2. Du coup, j'aurai de gros points. De gros points. Je ne peux même pas voir. À moins que vraiment je recule. Je vais utiliser le scene view. Stop and render. Bon, ok. Pas grave. Mes points sont énormes. Je peux faire point 1 pour faire des points plus petits. D'accord? Et à quoi ça sert? Je peux décider aussi de faire des points, des p-scale aléatoires. Okay? Nous allons voir des expressions dans un chapitre prochain, mais je peux par exemple décider de dire que random pt par exemple, que la taille de chaque point dépend de façon aléatoire. La taille de chaque point dépend, non, rand. Que rand, c'est une expression qui dit random, aléatoire, que ça dépend de façon aléatoire du numéro des points. Ça veut dire que si je vais utiliser mon geometry spreadsheet, je vais avoir p-scale pour par exemple le point 0 qui est de 0,6, pour le point 20 qui est de 0,2. Et c'est gros, hein, c'est gros, puisqu'on constate dans notre rendu que c'est assez costaud. Mais random, on parle de cette expression. Les expressions, c'est très important. Après, les attributs, c'est peut-être le deuxième élément le plus important de Houdini, des expressions. Donc, nous allons consacrer son chapitre, peut-être
bien sûr, plus tard, en faisant des exemples pratiques, nous allons, nous allons créer des choses plus intéressantes et bien sûr, nous allons vraiment avoir beaucoup plus d'expressions. Donc, façon aléatoire des points, et je vais utiliser une autre expression, fit01. Ne vous inquiétez pas pour le moment si vous ne comprenez pas. Fit01, que ça part de 0,1 à peut-être 0,2. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je viens de dire à cette expression? J'ai dit, bon, ok, p-scale, mantra, tu sais ce que c'est que p-scale, mais moi je veux créer que mon p-scale soit dépendre de façon aléatoire du numéro de points et que tu comprimes ça entre 0,01 et 0,2. Donc, aucun p-scale ne sera inférieur à 0,1 et aucun p-scale ne sera supérieur à 0,2. Ok? Donc, nous allons peut-être voir des p-scales ici qui font 0,0 quelque chose. Mais donc, nous avons essayé de comprimer. Bon, là, c'est pour vous dire que des attributs, c'est ça, ce sont des propriétés. Et en faisant notre clic du milieu, sur notre node, nous voyons que nous avons un CD, un p-scale. Et comme je dis, on peut créer d'autres attributs qu'on veut, mais en sachant que si nous avons besoin que Houdini les utilise, nous devons lui donner des noms que Houdini reconnaît. D'accord? Maintenant, les attributs peuvent être associés à, comme j'ai dit, à différentes classes, soit à des points, soit à des primitives, soit à tout l'objet, hein, à l'objet tout entier, le detail. Et il y a un node très important à côté du attribute create node, okay, qui est le attribute promote. On va dire attribute promote. Le attribute promote, son rôle, c'est quoi? Ici, par exemple, nous avons des attributs qui appartiennent au point. Le attribute promote peut nous aider à prendre ces attributs-là et à les associer à une autre classe. Comme par exemple, original class point, new class primitive, par exemple. Je vais prendre mon p-scale. Ok? Donc, ce que je dis ici, c'est que Houdini, écoute, j'ai un attribut qui s'appelle p-scale, ici, qui appartient au point pour le moment. Je veux que tu m'appliques ça à des primitives en utilisant une méthode. Ok? Par exemple, average, la moyenne. Ça, c'est un peu compliqué à expliquer pour le moment. Cette méthode, non, je vais essayer d'expliquer. Supposons par exemple que nous avions créé notre p-scale comme sur des propriétés de primitives, par exemple. D'accord? Houdini ne sait pas quoi faire d'un p-scale qui soit l'attribut d'une primitive. Il ne sait pas quoi faire avec. Donc du coup, tous ces calculs-là ne fonctionneront pas. Ok? Par contre, si j'arrête le rendu, et au lieu d'aller voir dans les rendus, hein, on peut faire quelque chose aussi pour pouvoir voir nos p-scale ici. Je peux faire une sphère et j'utilise un copy. Un copy, c'est un node très important. Nous allons voir un chapitre qui va parler uniquement des nodes, ce que je vais appeler les super nodes de Houdini, vraiment ceux qui sont les plus utiles. On value ladder, je vais diminuer jusqu'à peut-être 0, oups, pas une valeur négative là. Voilà, quelque chose comme ça. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un rendu. On copie directement nos points, notre sphère. Nous avons une sphère ici, d'accord? Une sphère que nous avons copiée sur chaque point en utilisant ce copy node. Ok. Donc,
qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons créé un attribut qui s'appelle pscale, mais que nous avons mis sur les primitives. Et nous savons très bien que Houdini ne sait pas trop quoi faire d'un pscale qui apparaîtra des primitives. Donc, si et ici, on va faire que ça dépende des primitives. On va mettre à la place de pt, on va mettre pr. C'est pour dire que de façon aléatoire sur le numéro des primitives, parce que n'oublions pas que nos primitives ont des numéros que nous pouvons voir ici. Là, c'est par exemple la primitive 236 et sera 235. Donc, nos primitives ont des numéros. C'est de ces numéros qu'on parle. Donc, par exemple, pour calculer pour le primitif 235, il va prendre random value de 235. Il va obtenir un chiffre et puis il va essayer de faire que cette valeur i soit entre 0,1 et 0,2 en faisant une sorte de remapping. Donc, on a un pscale ici que je disais qui appartient à une primitive et que Houdini ne sait pas quoi faire puisque Houdini ne peut pas l'utiliser ici. Si il avait pris en compte nos pscale, il aurait utilisé ça pour redimensionner chacune de ces sphères parce que le copy node par défaut va chercher le pscale dans les points pour changer, modifier la taille des objets qui sont copiés dessus. Donc, le attribute promote nous aide donc. Si nous avons donc un pscale, nous disons que le pscale était d'abord un attribut de primitive et que nous voulons le transformer en attribut de point. Et du coup, nous voyons que, ici, quand nous l'avons créé, nous avions un pscale qui est un one primitive attribute pscale. Ici, oui, one primitive attribute pscale. Ici, après notre transformation, nous voyons que nous avons plutôt 3-point attributes parmi lesquels pscale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? C'est ici que cette valeur entre en jeu. C'est-à-dire, nous avons une primitive qui a peut-être, disons une primitive qui a 4 points associés, d'accord? Primitive comme celle-ci a 4 points. 1, 2, 3, 4. OK? Donc, pour cette primitive-là, disons que le numéro de la primitive est au centre, Houdini avait créé une valeur, si nous entrons dans le Geometry Spreadsheet, on a fait les valeurs des primitives, pour le 237, on cherche un numéro plus petit, voilà, disons le 3. Pour le 3, Houdini avait créé une valeur de 0,1573, était ça. Donc, on va dire 0,16. C'est la valeur qui avait été créée ici. Sauf que maintenant, quand nous voulons passer de primitive à point, nous avons une valeur de 0,16 ici. Mais nous avons 4 points associés à cette primitive. Donc, il faut une façon de déterminer comment est-ce qu'on va calculer la valeur. Puisque on ne peut pas dire que, bon, écoute, je suis le point, on va choisir comme ça de façon aléatoire, on va prendre monsieur le point numéro 4. On va dire, bon, tu étais à 3, donc prends la valeur du point numéro 4. Non, il faut une façon de calculer parce que c'est important. Différents scénarios peuvent donner différents résultats intéressants. Donc, ici, on a la méthode average, la moyenne. Donc, ce qu'il va donc faire pour le point numéro 4, c'est qu'il va dire, OK, pour ce primitif, nous avons 0,15, nous avons une valeur ici, nous avons une valeur ici. Donc, à tous les primitives qui sont associées à monsieur numéro 4, à monsieur le point numéro 4, on va prendre la moyenne. Donc, on va venir ici, pour le 266, on va prendre une valeur, OK. Disons comme ça de façon aléatoire, que ici, cette valeur avait, je ne sais pas, disons qu'ici, notre valeur aléatoire était 0,1. Si je peux dessiner. OK. On avait 0,1 ici. Supposons qu'on avait un 0,5 ici. Bon, non, on n'allait jamais au-delà de 0,2, mais bon. Oui, 0,5, on avait un 0,2, on avait un 0,3 par exemple. Voilà.
Donc ce point appartient à ces 4 primitives. Ce qui veut dire que pour déterminer la valeur, hein, en faisant cette opération, il va prendre la moyenne, il va prendre ça, ajouter à ça, ajouter à ça, ajouter à ça, divisé par 4 pour... C'est ça qui fait cette valeur de average. Maintenant, on peut choisir maximum plutôt. Ok, on peut choisir plutôt le maximum, pardon. Le maximum, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu ça. C'est à ça que sert l'attribut promote. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser, d'accord? C'est clair que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, les attributs, c'est ça. Donc, il y a différents attributs. Si par exemple, nous faisons... maintenant que nous avons pu attribuer les valeurs à nos points, si nous revenons donc sur le point, nous verrons donc que les points ont maintenant un p-scale. Et le p-scale sera utilisé ici pour agrandir, pour déterminer la taille de nos sphères qui sont copiées. Okay? En sachant donc que, par exemple, si nous allons dans les DOPS, ou bien allons dans les, oui, DOPS, mais plutôt les POPs, on va faire POP, Pop Network. On va créer des points. Bon, je ne vais pas utiliser ça. On va supprimer ça. Donc, on va créer une simulation de particules. Ouais. Ça, il va falloir que je me débarrasse de ce bonhomme. Voilà. Maintenant, nous voyons que les couleurs sont automatiquement prises en compte par notre PubNet qui colore les couleurs, qui colore les points, pardon. Nous n'en avons pas besoin. OK. Voilà. Et ça aussi, on n'en a pas besoin. Les attributs, donc également, Houdini peut les créer lui-même pour ses propres calculs. OK. Dans une simulation comme la simulation des POPs, Houdini crée beaucoup de propriétés à ces particules. D'accord? Nous avons les particules qui sont nées. Et si nous regardons les différents attributs, nous verrons que Houdini a créé, par exemple, la position, l'âge, est-ce que je suis mort, est-ce qu'il y a quelqu'un avant moi, est-ce que l'identité, ça c'est des attributs. Donc il y en a partout. Et ici, par exemple, le solver, le pop solver, utilise ces valeurs pour effectuer des calculs. D'accord? Et bien sûr, il attribue certaines de ces valeurs aussi pour pouvoir faire les calculs dynamiques. Donc, à chaque quantité, ces valeurs, on a bien sûr ici la vélocité aussi, velocity. Et toutes ces valeurs comportent des attributs et que le pop solver peut utiliser. Dans ce cas, si le pop solver reconnaît des valeurs, il peut l'utiliser. Si le pop solver n'en connaît pas, il ne les utilisera pas. Parce que on peut prendre un exemple, d'accord? On peut prendre un exemple. Là, tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand on émet les points, on les émet sur place. OK? Mais dans notre PubNet, on peut faire que nos points tombent, d'accord, en ajoutant Gravity Force ici. Okay? Donc en ajoutant la gravité, nos points vont tomber. Mais on peut également déplacer nos points sans la gravité. Okay? Imaginons par exemple qu'on vient sur notre tore et on ajoute un attribut. On va créer attribute create. Et puis, on va dire que, appelons ça gravity. D'accord? N'oublions pas que le moteur dynamique cherche des valeurs dans les objets. Quand il veut faire une opération, dans une simulation, il cherche des valeurs dans les objets en se disant, oh, c'est quoi la valeur de cet attribut pour cet objet? Je sais comment l'utiliser. S'il rencontre des valeurs, des attributs qu'il ne connaît pas, il ne les utilise pas. Donc, dans cet exemple, il cherche par exemple la vélocité. Quelle est la vélocité de ce point?
la vélocité c'est 10. Ça veut donc dire que je déplace, donc la vélocité c'est 10 sur x. Ça veut dire que je vais déplacer cet objet une certaine distance sur x. C'est un peu ce genre de calcul qui est fait. Donc si nous lui attribuons une valeur, nous-mêmes, en faisant un petit truc faux là-dedans, ok? Disons par exemple que, on va dire gravity, on va dire par exemple que c'est, ou bien disons plutôt velocity. Velocity, tel que le solver ici dedans espère voir, c'est un petit v. Un petit v comme celui-ci. Si je peux vous faire voir, vous voyez ce petit v là? Voilà. Quand il voit ce petit v dans une particule, il sait quoi faire de ce petit v. Ça veut dire que nous, on peut créer notre petit v. On vient là, on crée notre petit v, tac, et on dit, eh bien monsieur, notre petit v à nous, qui doit être une valeur vectorielle bien sûr, c'est 0, 0, et puis sur x, sur y, pardon, c'est 15. Tout de suite, boum, on voit les points qui ont sauté en l'air. Et les points ne sautent pas en l'air comme ça tout seul. Ok? Les particules ont reçu un v. Et le serveur, ici dedans, il sait que, bon, quand je vois un v, ça veut dire que je déplace mon objet dans cette direction. Voilà. Donc, maintenant, si nous faisons notre simulation, nous voyons les points qui montent, parce que, n'oublions pas que cet objet, ce PopNet, en fait, cette source va prendre les objets d'ici. Et c'est ça aussi le procéduralisme de Houdini, c'est que les éléments sont interconnectés. Donc nous avons créé une sphère dans notre SOPS en le balançant dans les DOPS et en lui donnant une valeur que nous savons utile pour le solver, c'est-à-dire le pop solver qui on va dire, qui déplace les objets selon les attributs. On a permis à ce que ce pop solver puisse faire un calcul pour nous. Donc c'est ça les attributs. Si on les comprend, si on sait quoi en faire, si on sait où en tirer, quoi en faire, comme je disais, on comprend une bonne partie de Houdini. Et ça nous permet de faire des choses comme ça. Donc, on peut déplacer nos points. On n'a pas besoin d'aller ici, par exemple, et mettre un vent. OK? Mais on crée notre vélocité et on sait que ce bonhomme va le prendre. Il va déplacer les points avec. OK? Parce que n'oublions pas, ici, il cherche à donner des valeurs des vélocités, pardon, au point. Et quand il trouve les valeurs de vélocité, il les utilise. Le solver les utilise également. Donc c'est un peu ça les attributs dans Houdini. Parfois il y a des attributs que Houdini connaît, que ce soit Mantra, le moteur de rendu, ou bien le solver, il connaît, il peut les utiliser. Il y a des attributs que nous on peut créer pour notre propre usage. D'accord? Je peux par exemple créer un attribut ici que j'appelle, je sais pas, Momo. Et mon solver, il ne sait pas ce que c'est que Momo. Il ne sait pas ce que c'est que Momo. D'accord? Mais moi, Momo peut me servir, disons par exemple que je fais 0, 1, 0. Momo peut me servir là-dedans à faire quelque chose. Disons que ici, d'accord, je peux venir là-dedans et qu'est-ce que je peux faire avec Momo ici dedans? Je peux, disons pop color, d'accord? Pop color, oui, c'est pour colorer les points. Mais j'ai un gars qui s'appelle Momo. Pourquoi je ne l'ai pas appelé couleur là-bas, je ne sais pas. Parce que il peut y avoir des cas où Houdini, disons, hein, je peux vous montrer un exemple. Disons que je crée cet attribut, je l'appelle Momo, mais je ne l'appelle pas CD parce que, disons que je peux venir ici par exemple, et si je crée un point node, je peux dire à ce point node, dépendant, si par exemple j'ai un désordre de couleurs ici, je peux venir ici, je crée des couleurs et que mon point node, je veux par exemple supprimer les couleurs. Pour que tout passe au noir, il va supprimer les couleurs.
Mais il va supprimer les couleurs, mais il ne va pas supprimer Momo. D'accord? Et du coup, je sais que ok, Momo va passer. C'est un peu comme un piège. Un piège qui peut attraper les couleurs, mais qui ne peut pas attraper Momo. Du coup, je sais que Momo, il va passer. Et puis, je pourrais utiliser Momo plus bas. Comme par exemple ici, je peux venir là-dedans et maintenant, je dis plutôt, euh, ou bien plutôt, je vais plutôt utiliser un VOP, euh, oui, un VOP pop, ok, auquel je viens là et j'importe l'attribut import point attribute. Quel point attribut je vais importer? Je dis je vais importer Momo. Et puis, qu'est-ce que Momo était oui, un vecteur 3. Qu'est-ce que je vais faire de Momo? Eh bien, je veux colorer mes points avec Momo, par exemple. D'accord? Et du coup, j'utilise Momo ici pour colorer mes points. Momo avec une valeur de 0, 1, 0, c'est bien ça? Je vais juste m'en assurer. Momo est un point, un vecteur, une valeur de... donc, les particules, normalement, devaient être vertes. Je vais voir pourquoi. Pourquoi les particules ne sont pas coulées en vert. On pop, pop. Force comprendre un tout petit peu. Voilà. Je vais voir le CD. La step. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec moi, ce bonhomme? Pourquoi est-ce qu'il simule plus? Ok. On va dire output. Normalement, Momo devait colorer mes points en vert. J'ai first input. Voilà, je crois que c'était ça le problème. Attribute Momo. Define value. Ce CD. Voilà. Si je fais et que je regarde prop object, geometry, je vais regarder mes couleurs. Toutes les couleurs sont noires. Ça veut dire que ce bonhomme ne fait pas son travail. Je vais essayer de voir pourquoi. Results, first input. Attends, juste un peu. Import. Momo. Après, il faut s'assurer que l'orthographe est correct. Donc là, j'ai mon Momo qui fait 0, 1, 0. Et quand j'envoie Momo à couleur, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas? CD green. Wire. Oops. Pop solver. Bon, bref. Je vais faire pause. Je vais essayer de voir pourquoi. Ok, j'ai essayé de troubleshoot pour voir exactement pourquoi les points ne prenaient pas la couleur. Et je me suis rendu compte que idéalement, hein, il faut utiliser le pop wrangle node. C'est un node qui permet d'ajouter on va ajouter du vex, vex qui est le vex comme ça, vex, vex qui est l'un des langages de scripting dans Houdini. Donc on va utiliser le vex ici une expression vex pour pouvoir apporter nos couleurs. Ok. La syntaxe elle est simple. On va dire l'attribut CD, un C majuscule, un D minuscule. CD est égal à l'attribut Momo. Ok. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Donc
Ce qui fait qu'en regardant nos particules, en ce moment, on va avoir, et si on laisse couler un tout petit peu, bon, puisqu'il ne reconnaît pas, on va dire le type Momo, on va l'aider un peu, on va dire Momo est un vecteur. Euh, est un vecteur. Vecteur Momo. Voilà. Donc, cette fois, il doit avoir pris un. On va dire un V. Hein. On va mettre un petit V. Voilà. Donc, voilà. Cette fois, il a pris les couleurs, comme nous pouvons voir ici. Il a pris les couleurs en utilisant cette expression. Pour en être sûr, si nous faisons par exemple la couleur est égale à Momo multiplié par 0,2 par exemple, ok, nous voyons que la valeur change automatiquement. Donc il prend notre Momo pour le transformer en couleur, d'accord, et bien sûr une couleur verte. C'était verte? Une couleur verte. Ouais. On va enlever ça. On va dire voilà. Donc nous avons nos points qui sont devenus verts. Cette case bleue, pourquoi est-ce qu'on continue de le voir? Tout simplement parce que ici on a dit qu'on veut voir les guides. Okay? Instance guides, emitter. Ici également, on va dire qu'on peut voir les guides. Voilà, donc nos points sont verts à cause de Momo qui lui était vert. Donc tout ceci pour dire quoi? Que nous pouvons prendre comme ça des attributs, les balader dans Houdini, en sachant très bien qu'il y a des attributs que Houdini va reconnaître, d'autres qu'il ne reconnaîtra pas. Mais si on sait exactement lesquels sont connus, on peut utiliser de la façon dont on a besoin dans Houdini pour faire... voilà. Donc c'est un peu ça pour les attributs. N'oubliez pas de poser des questions si vous en avez. J'ai certainement pas touché beaucoup de points. Mais j'aimerais bien avoir des questions qui comme ça, vont nous aider dans le cadre de cette formation à aller où nous ne sommes pas allés jusqu'ici. Merci.